Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Moi c'est Sylvie et je suis une expatriée à York dans le nord-est de l'Angleterre. Et voilà, je viens vous présenter ce podcast pour parler de choses comme le tricot, de la laine, en particulier la culture laineuse anglo-saxonne et surtout en Angleterre, et un peu de couture aussi pour le coup pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, mais principalement sur Instagram. Sylvie_Phileas Yarns. Je mets le lien pour tout ça en dessous dans la barre de description. Sur Ravelry aussi, ou Sylvie Phileas Yarns sans le S, tout attaché, pour ma page projet perso, ou alors pour la laine Phileas Yarns, parce que je suis aussi une teinturière de loisirs, mais je vends ma laine sur une boutique Etsy, donc ma marque de laine c'est Phileas Yarns. Tout s'explique. En fait j'ai eu un blanc sur Ravelry parce que je viens de me rappeler que en fait j'ai pas je n'ai pas mis à jour mes projets par rapport au projet fini que je vais vous présenter incessamment sous peu. Bon ben c'est pas grave, on a l'habitude, hein, c'est une fois tous les 6 mois. Je suis à temps pour vous présenter, pour accorder mes projets présentés dans le podcast et les projets bien expliqués dans la page Ravelry. Bon ben voilà, c'est la vie. Donc voilà, bah alors déjà oui, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Je pense que j'avais publié le dernier épisode de podcast, ça devait être mi-fin janvier, par là. Mois de février ici, horrible, hein. On a eu des tempêtes tous les week-ends, donc autant vous dire que c'était la déprime, quand même pas... Ouais voilà, pas facile à se motiver, faut quand même continuer à aller travailler, tout ça, alors quand il pleut des trombes, qu'il y a du vent pas possible, que les rivières sont inondées, bon ben voilà, bon autant vous dire qu'aussi la lumière pour qui arrive dans la maison en hiver, en général c'est pas génial, bah alors là, Bérésina. Après moi je suis partie, comme vous allez le voir dans la section suivante, je suis partie une grosse semaine à Marseille et dans le Var pour aller voir ma famille, ma visite d'hiver à la maison. Donc voilà, donc nous nous retrouvons ici, nous sommes le lundi 2 mars et c'est comme ça, voilà. Bon bah j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop eu d'ennuis avec ces tempêtes. Ciara et Denis, et là je crois ce week-end apparemment on a eu Rocher. Donc voilà, alors donc on est parti. Je vais commencer par les projets finis. Je vous mets les temps de chaque partie dans la barre de description, enfin dans la petite texte en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez vous y retrouver. Allez, à tout à l'heure. Hello, et vous voyez un décor différent, mais où je suis pour ces projets finis tricot. Je suis à Marseille chez ma maman, et là je me suis un peu posée dans la chambre, dans ma chambre quand je suis là, pendant que maman se prépare qu'on aille faire des courses, pour vous présenter donc les projets finis. Bon, pour commencer à vous présenter les projets finis. Oui, c'est vrai que ces derniers temps en Grande-Bretagne la météo franchement pas top, avec les tempêtes Ciara et Denis. Autant vous dire que lumière zéro pour essayer d'enregistrer, puis voilà quoi, c'est pas l'humeur non plus, c'était un peu difficile. Donc là je suis arrivée hier à Marseille pour une petite semaine de repos à me faire chouchouter.
Du coup, j'ai sur moi les deux projets que j'ai terminés depuis la dernière fois que je vous ai présenté un podcast. Donc on en profite. Voilà, ce sera fait comme ça. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est le châle que j'ai tricoté pour ma maman, que j'ai fini, que je lui ai offert hier et qui lui plaît beaucoup. Donc j'en profite aussi avant de repartir chez moi et de ne plus avoir le châle sur moi pour vous le présenter. Le voici. C'est le châle Fika de Carrie Westerman que j'ai tricoté en laine John Arbon Textile Devonia 4ply dans la couleur Sandbar. Donc le Devonia, c'est une laine, un mélange de laine de Exmoor Blueface, de Blueface Leicester et de Wensleydale. Le Wensleydale, c'est un mouton qui a poil long. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu, c'est un espèce de petit halo poilu quand même. On voit pas très très bien, j'ai pas l'impression. Bref, il faudra me croire sur parole. Mais du coup, c'est une laine très douce quand même. Le Wensleydale, c'est assez soyeux du coup. Donc voilà, si j'ai l'occasion de vous filmer des images de ma maman qui porte son châle, je le ferai. En attendant, vous pouvez le voir sur moi et vous voyez, ça fait... c'est un châle triangulaire, donc moi en général je les porte en mode bandana comme ça. Et il est très bien, vraiment bonne taille, on est bien dedans. Alors, le Fika, j'en avais déjà fait un pour moi, un orange mais dans une laine plus fine. Donc à la base je m'étais dit que j'allais faire exactement le même nombre de répétitions et du motif dentelle et du motif de bordure, enfin des rangs de bordure. Puis au final, la laine étant plus épaisse, j'ai pas du tout fait ça. J'en ai fait moins, tant mieux, ça fait moins à tricoter. Construction, en fait on commence avec ce côté-ci, on commence au milieu en fait. En haut au milieu, on a une petite grille juste pour la mise en place, je crois qu'il fait les deux. Voilà, qui fait ce petit triangle-ci. Les deux premiers rangs de dentelle, une dentelle très simple, je veux dire, c'est une espèce de petite fleur comme ça. Après on attaque la grille du motif dentelle principale qui se répète. Du coup moi j'ai fait, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. J'ai fait 12 répétitions du motif de dentelle. Sur mon châle, il y en a 14. Et après, on passe donc à la bordure qui est toujours un point de céréales quelconque parce que je ne sais toujours pas si c'est du blé ou du riz. Vu que je fais ça un peu... sur le coup, cette présentation de projet fini, je n'ai pas préparé, je n'ai pas regardé sur un bouquin de mailles, mais bon bref. Et donc c'est une répétition sur 4 rangs et où on alterne sur chaque rang les mailles en droit et les mailles en vert. Si vous savez, réponse sur une carte postale. Et donc là j'en ai fait 8 si je ne m'abuse de répétitions au lieu de 10 moi sur le mien de châle. Donc voilà, c'est un triangle, c'est un châle triangulaire, une construction très très classique. On commence en haut du milieu, il y a une épine dorsale aussi comme vous voyez. Mais franchement il n'y a rien de sorcier sur ce châle. Simple et efficace. Niveau du prix, alors le patron je ne sais plus du tout combien il coûte, je n'ai pas regardé, ça fait un moment que je l'ai. La laine est à 16 livres par écheveau de 100 grammes. Je pense que si j'en ai utilisé 1,5 c'est magnifique. Il me reste un petit peu
Un petit peu du premier écheveau quand j'ai... En fait j'ai changé d'écheveau quand je suis passée de la dentelle à la bordure. Et ouais, il me reste franchement pas beaucoup du premier écheveau. C'est pour ça que je me suis arrêtée aussi à 12 répétitions. Et le deuxième écheveau, mine de rien, je pense qu'il me reste peut-être 2 tiers, on va dire. 2 tiers du deuxième écheveau. Donc ouais, on va dire que ça m'a coûté peut-être 20 livres en laine. Donc ouais, peut-être 20-25 euros. Je sais pas trop le cours de la livre en ce moment, maintenant qu'on est passé en mode Brexit vrai. Voici. Donc ben voilà. Rien d'autre à dire. Un projet fini. Et ça y est, j'ai enfin fini mes tricots de Noël. Ouais! Deuxième projet fini. Ah, le voici. C'est le bonnet Timber de Megan Fernandez, qui est un patron dans le magazine Pom Pom Quarterly, numéro 30, qui est l'automne 2019. Donc ça, comme vous voyez, c'est un bonnet qui se tricote en laine, une laine DK en l'occurrence, et doublé de laine mohair, d'un fil mohair. Donc pour rappeler, je utilisais la laine Sheldridge Yarns 100% Merino Dick et Superwash que j'avais acheté au Canada en 2014, si je ne m'abuse, tout à fait, à la maison tricotée à Montréal en avril 2014. Autant vous dire que le prix, je ne me rappelle pas du tout. Le fil mohair, c'est Rainbow Heirloom Kid Silk Cloud dans la couleur Auld Lang Syne. Les chevaux est à 19 livres sterling ou 22,30 € quand j'avais regardé et fait mes notes. J'entends les chiens qui pleurent dehors. Ça me distrait. Donc voilà, je n'ai pas utilisé tous les écheveaux forcément, j'ai quand même pas mal de restes. Je me demande même si j'ai pas assez pour tricoter un deuxième bonnet exactement le même. Et j'aurai encore du mohair, je pense, après ça. Le patron, lui, n'est que disponible dans le magazine. Le magazine est à 12 livres 50, donc à un peu moins de 15 €. Mais franchement, moi, quand j'achète les pompons, les magazines comme ça, maintenant, j'achète vraiment quand il y a vraiment plusieurs patrons qui me bottent. Et c'est marrant comme des fois, il y a des magazines où il y a vraiment tous les patrons qui te tentent, et il y a des fois où il y a 0 patron qui te tente. C'est marrant. Mais tant mieux, hein, au moins ça fait, on n'a pas besoin d'acheter tous les magazines, rien que pour 2 patrons à la fois. Donc là, je pense que je vais en faire d'autres de ce numéro en particulier. Mais revenons à notre bonnet. Donc en fait, c'est un bonnet qui se tricote, donc il y a un revers qui tricote avec un revers. Alors en théorie, donc on commence par le bas, par les côtes, et le patron demande des côtes torse, mais torse où on fait des mailles en droit torse et des mailles en vert torse. Alors moi, les mailles en droit torse, ça va, ça me dérange pas plus que ça, mais alors les mailles en vert torse, non. Donc du coup je m'étais dit ouais, bon, je fais juste des mailles torse avec que les mailles à l'endroit par derrière et les mailles en vert normal. Seulement que du coup, dans la direction que je prenais, au bout d'un moment je me suis rendu compte que si j'allais faire, du coup j'avais, en fait c'est ça, j'avais ce côté là qui me faisait face, et qu'en fait si je retournais mon bonnet, j'allais me retrouver avec le côté moche, me faisant face, et avec le joli motif, au lieu d'avoir le joli côté détaillé, un peu précieux du côté côte torse. Donc du coup, arrivé à la fin des côtes, j'ai fait une maille en style rang raccourci à l'allemande, en fait une espèce de double maille pour pouvoir repartir sur le côté, pour que du coup je puisse avoir, quand une fois plié,
puisse avoir le joli côté côte-torse qui vient sur le devant. Ensuite, on passe sur le motif du bonnet. Et là, en fait, c'est un jeu de... donc on tricote, ça, qui se tricote tout en maille à l'envers, du coup. Sauf pour les petits zigouigouis ici, hein, où en fait on tricote, c'est un jeu de maille endroit et maille glissée qui ne se tricote que avec le fil mohair. Donc du coup, c'est pour ça que ça ressort comme ça. Et tous les 8 rangs, je pense. Du coup, il y a un jeu de cote pour que ça fasse des zigzags. Et comme vous voyez, c'est décalé. Donc un coup c'est là, un coup c'est là, un coup c'est là. C'est un petit peu galère à faire, hein, les cotes. Je vous avoue que moi j'ai utilisé, il faut 2 aiguilles auxiliaires. Donc ça va que c'est un bonnet et que c'est pas tous les rangs. Du coup, ouais, c'est un petit peu galère, mais ça va. On s'en sort. J'ai fait une répétition en plus du motif avec torse, parce qu'en théorie je pense que j'aurais dû commencer mes diminutions à partir, donc j'ai fait 1, 2, 3, ouais, normalement j'ai rajouté ça en fait, ça c'est une partie droite, normalement les côtes elles arrivent là, mais j'ai fait une répétition en plus parce que vu que j'ai les machins là, comment je porte mes cheveux, il faut que il me faut un peu de place, il me faut un bonnet un peu plus long pour que ça me serre pas trop à la tête. Donc je vous le mets, hop, voici. Vous voyez, bon après c'est vrai que ça me fait un peu des oreilles au bonnet, mais au moins ça va, ça tient, il y a la place pour mettre mes pinces à cheveux. Vous voyez, hop, et c'est tout doux, ça tient toujours aux oreilles, c'est tout léger. Du coup, hein, je ne l'ai pas pesé, mais franchement, il est vraiment très très léger. Hein. Et voici. Donc voilà, j'ai juste un peu bidouillé au niveau des côtes, parce que j'ai pas voulu faire comme il disait le patron, j'ai fait la grimace. Et voilà, j'ai juste rajouté 8 rangs droits et un rang de torse, de torsade avant de commencer la couronne. Donc voilà, je l'ai bien étraîné. Après je l'ai bloqué sur un ballon de baudruche quoi. Parce qu'en fait je pense qu'il était quand même un petit peu pointu quand je l'avais fini. Et du coup le bloquer sur le ballon, ça a donné cet arrondi, c'est quand même pas mal. Voici. Pour les projets finis, mais oui au final j'en ai que 2 parce que le reste j'avais un gilet, le Morning Fog, il est à la maison, je suis sur la fin de la première manche, il me reste encore une manche à faire, mais aussi j'ai commencé un autre gilet qui est quand même une sacrée bestiole, c'est vraiment plus un manteau qu'un gilet au final je pense, mais du coup j'ai beaucoup travaillé dessus et en fait voilà, j'aurais pu finir un gilet si je m'étais concentrée dessus, mais bon. Voilà pour les projets finis. Donc voilà, me voilà revenue dans le moment présent pour vous présenter les projets en cours. Déjà petite note par rapport au projet fini, oui j'ai complètement zappé de filmer ma maman avec son joli châle parce que voilà, en général quand je vais visiter mon papa, ma maman, surtout ma maman, on est tranquille, je déconnecte total et j'ai pas forcément envie de chasser les images comme une furieuse avec mon appareil photo. C'est les moments détente, c'est les moments privilégiés avec ma famille. Bon, je pense que vous m'excuserez, mais bon, vous l'avez vu porter sur moi. Il va très bien à ma maman aussi, ça lui plaît beaucoup. Voilà.
Et donc projet fini. Donc là normalement j'ai tout sur la table quand je fais bien les podcasts. Mais là c'est un bordel sans nom parce que je suis en mode couture et j'ai pas rangé, voilà. Donc je vais souvent plonger comme ça. Parce que c'est dans un panier juste là. Là. Donc projet en cours, je vais commencer par vous présenter les 2 projets que j'avais amenés donc pendant ces vacances méditerranéennes. Donc en général quand je voyage je tricote paire de chaussettes. J'aime bien avoir des chaussettes, surtout pour le voyage en cours, dans le train, dans l'avion, tout ça. C'est que c'est tout petit, ça prend pas de place. En général, c'est pas très compliqué. Hein, je prends pas rarement des projets de chaussettes complètement tarabiscotées quand je voyage. J'essaye de trouver la couverture que je n'ai pas imprimée. Bon, tant pis. De mon projet, donc je vais vous montrer directement la première chaussette. Donc j'ai travaillé sur mes chaussettes, j'en ai fini une, qui sont les jumeaux d'Atlantis de Design by Dells. Je ne me rappelle plus, Vincent Deslandes, c'est écrit là. De Vincent Deslandes, un designer québécois qui donc a écrit ce patron, les jumeaux d'Atlantis en français, les jumeaux d'Atlantis, et en anglais, The Atlantis Twins. Et donc voilà, la chaussette finie. Donc vous voyez, c'est une chaussette qui est sur qui se présente sur les mailles en verre, sur le jersey en verre avec des lignes de mailles glissées qui est très très joli, tac tac tac, avec après un talon contrastant un peu et la pointe contrastante aussi. J'utilise la laine principale, c'est Lichen and Lace, couleur qui m'échappe complètement aussi. Je suis complètement à la masse en fait. J'ai même pas créé les pages projet dans mon cahier projet, donc c'est en cours. Je passe un peu vite, je vous ferai ça beaucoup mieux quand ce sera en projet fini avec les références couleurs et tout, tralala, pas de problème. Donc la couleur contraste, c'est une expérimentation par moi en fait, Phileas Yarn, qui je jouais avec les couleurs et c'était le premier essai de ce qui allait devenir la couleur Whirling Dervishes. Donc voilà, donc première chaussette finie. La spécificité de ce patron, c'est que donc produit fini, c'est sur le jersey en vert, mais en fait on tricote sur le jersey en droit et après avec un petit rang raccourci un peu caché, on retourne la chaussette. Donc en fait ça, vous voyez, c'est le début. J'ai fait voilà, en fait là je vais juste entamer ma jambe, j'ai fait la petite fourche là, et vous voyez, ça c'est pendant que vous tricotez. Ça, c'est une fois que c'est retourné. Et en fait, voilà. Hop. On voit pas. Hop. Et hop. Donc, c'est sûr, quand on tricote, ça fait pas super joli. Hein, c'est pas le plus motivant. Mais après, quand on voit à l'intérieur de la chaussette et qu'après on retourne, c'est au top. Alors, du coup, c'est la première fois, je crois, que je tricote des chaussettes sur l'envers, on va dire. Et alors le talon, c'est bien expliqué, mais dans ma tête c'était un peu dur parce que fallait partir du mauvais sens par rapport au sens d'habitude. Et vous savez, des fois la mémoire du muscle, de la tête, à force de faire des talons de chaussettes, tout ça, partir dans le sens inverse, j'ai eu un peu du mal. J'avoue que, alors on va voir comment ça se passe sur la deuxième, si je vais un peu mieux ça va moins me perturber en fait. Et là j'avoue que j'étais partie sur mon talon, je me dis ça va pas, c'est du mauvais côté. Bon bref, du coup j'ai dû défaire ce que j'avais commencé là pour le remonter, enfin bref.
c'était... mais en tout cas, bon, une fois qu'elles seront bloquées, elles seront, je vous montrerai ça sur le bloqueur à chaussettes une fois fini. Mais ça va être bien sympa, elles me vont bien. La laine est un petit peu... c'est une laine à chaussettes quand même un petit peu épaisse. Je tricote ça sur des aiguilles 2.5. Donc oui, ça va mériter un bon bain de blocage pour un peu... pour les rendre encore plus confortables. Mais je suis super contente. Voilà, j'ai choisi un reste de laine pour le contraste qui me paraissait bien dans mes restes. J'avais pas envie d'acheter un mini chevaux pour ça ou quelque chose, mais j'aime bien, c'est rigolo. Donc voilà pour le projet donc, que j'ai tricoté dans le train pour Londres, après dans l'avion pour Marseille et retour pareil. Et quand j'étais posée tranquille à la maison, j'ai commencé, alors hop, va chercher la page encore, c'est bien. Non, ah ben voilà, très bien. De suite, j'ai commencé le Bird of a Feather de Andrea Mowry, que moi j'ai dans le Lane Magazine et sur le numéro 2. Mais qui est maintenant disponible en patron individuel et également en français pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc Birds of the Feather, c'est un... Là on ne voit pas bien du tout, mais c'est un châle. Est-ce qu'on voit mieux? Non, c'est pas ça. Sur le schéma on va mieux voir. Je sais pas, non, c'est pas celui-là. Il y a 15 000 châles. Ah voilà. Ça c'est le schéma de la page patron. Donc, vous voyez, on commence une pointe, on augmente comme ça, on va faire un triangle allongé et après en fait ça part un peu en biais, mais ça reste au même nombre de mailles, enfin d'espèces de flèches. Donc j'ai commencé ça et bah oui, je me suis embêtée fort. Je me mélange les pinceaux. Et voilà, j'en suis à la moitié. En fait, j'en suis, enfin à la moitié, niveau longueur. Hein, parce que autant vous dire que quand on commence à 3 mailles, ça va vachement vite. Et même si on dirait à la moitié, en fait, je pense j'en suis au, bah, allez, un tiers. Niveau de temps de tricot, tout ça. Voici, donc j'ai bien avancé. Là, de le voir comme ça à la caméra, c'est beau. Ouh, c'est beau. Oui, donc j'en suis, j'ai fini la dernière partie où on augmente des deux côtés. Donc là, je vais commencer la deuxième moitié du châle où en fait, je reste sur le même nombre de mailles, mais ça se décale pour faire espèce de forme de flèche. Et les laines que j'utilise, qui sont toutes deux magnifiques et d'une douceur intense. La couleur, donc, je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a une couleur principale ou pas. Je pense que les rayures sont quand même, mais bon. Il y a forcément, vous le voyez, un mohair et une laine qui n'est pas mohair, qu'on va appeler la couleur principale. Qui est cette beauté de douceur. Hop, j'ai le truc là. Woolen Flower, j'arrive pas à parler, mon dieu. Woolen Flower Tendril. Woolen Flower est basé à Glasgow, c'est Jules qui est basé sur Glasgow et qui fait de la teinture naturelle. La base de laine, je sais, c'est là. 70% bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est un nuage. Et c'est teint avec de l'ortie. Et oui, comme quoi, hein, on connaît l'ortie pour nous piquer les fesses, mais en fait, en teinture, c'est juste magnifique. Ah! Donc ça, et le mohair. Ici. Bare in Sheep Clothing. Donc c'est un kit silk mohair de base à 72% kit mohair, 28% soie.
La couleur c'est Millipond, Bare Cheap Clothing. Elle est basée en Irlande du Nord, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est République ou Irlande du Nord. Bon, mais en Irlande. Bernie, pardon. Donc voilà, et en fait l'histoire c'est que j'avais fait à Yarndale, donc pas 2019-2018, Jules de Woolen Flower était là, participait, et bon on se connaît d'avant déjà, hein. Et en fait on s'est échangé de la laine, elle a pris de la laine à chaussettes à moi, et du coup moi elle m'a gentiment accepté de m'échanger avec cette laine-ci, et en fait en réfléchissant les projets tout ça, je m'étais dit ah bah tiens oui si je le mariais avec une autre couleur, et du coup à Fiber East qui est un festival de laine dans le, on va dire, centre-sud de l'Angleterre, pas très loin de Londres, au nord de Londres, j'ai acheté ça à Bare Cheap Clothing pour aller avec, et je dois avouer que j'aime vraiment le résultat. Hop, c'est à l'envers, donc voilà, ça se marie quand même bien. Donc à plat c'est une chose, mais je pense qu'une fois porté, que ça va être tout un peu, ça va être vraiment chouette. Voilà, voilà, donc on va avancer ça. Là, je vais pas trop y toucher pendant un petit moment, parce qu'il faut vraiment que je finisse au moins un des deux projets qui vont suivre, qui sont 2 gilets, et pour les deux, il me reste une manche à faire. On va rester dans le Laine Magazine, et je vais vous montrer le progrès que j'ai fait sur mon Morning Fog. Dernier épisode, je vous avais juste présenté, si je ne m'abuse, j'avais juste monté mes mailles. Excusez-moi, j'essaie de le retrouver. Le voici. Donc voici un gilet léger, aéré, un peu ample, avec des grosses manches bien longues qui se retournent. Voilà. J'en suis, j'ai juste remis les autres mailles de mon autre manche sur les aiguilles. Mais voici, vous voyez, la manche elle fait 3 km. Parce qu'en fait, le poignet va se retourner, et après ça fait un peu manche bouffante. Et donc voilà, il me reste la deuxième, et après à faire les bandes de boutonnage. Et j'imagine peut-être en haut les cotes, je sais pas s'il y a des cotes en haut, enfin bref. Bon, les finitions. J'utilise une laine que je teins moi, Phileas Yarns. La base c'est Voyager, qui est une Voyager. Je ne sais même plus comment j'ai appelé mes bases de laine. C'est au top. C'est quoi? Oui, c'est ça. Voyager Fingering. C'est la boîte, elle est là. Qui est un 50% Corriedale, mouton Corriedale, 50% mohair. C'est une figurine, une laine figurine, donc à 400 mètres pour 100 grammes. Hein. Mais normalement, le Morning Fog se tricote en deux laines lace mohair, kit silk mohair. Donc, mais bon. J'ai trouvé un bon échantillon. Là, forcément, elle n'est pas bloquée. Une fois que c'est bloqué, ça va un peu... la laine va se détendre, et les poils vont se lisser entre eux, et du coup ça va faire un tissu un peu plus lisse, un peu plus rond et plus joli. Et voilà, la couleur c'est Rhénis Fiara. Donc voilà, je vais tranquillement faire ma deuxième manche. Et en espérant faire ça. Alors le corps se tricote en aiguille 5 si je ne m'abuse, c'est ça. Donc autant vous dire que de l'aisselle à là, ça va super vite. Mais alors 15 cm de côte en 3,5, là ça va vachement moins vite. Mais
bon, on va y arriver, j'ai bien hâte, surtout ça va être pile poil pour le printemps. Et bon voilà, donc il y a celui-là et j'en ai mis un autre en aiguille très peu de temps après ma dernière vidéo où je vous présentais mon stash et qu'il y avait cette laine que j'avais dans mes quantités pulls qui était là depuis quelques années maintenant et le fait d'avoir fait cette vidéo ça m'a fait réfléchir et du coup bon bah du coup j'ai oublié le patron mais c'est pas grave vu que j'ai quasiment fini le truc. J'ai décidé de monter le gilet log cabin cardigan qui est genre log cabin, c'est le chalet en bois on va dire. Et c'est un patron gratuit sur Ravelry que j'avais dans mes favoris depuis un certain moment. Et je me suis dit, ah bah ouais, j'ai cette laine-ci et qui est... Je sais que j'ai mis les étiquettes un peu à l'arrache là-dedans. Ah oui. J'avais acheté cette laine folle en Islande, une laine de laine d'agneau en double fil. Et du coup, j'avais plein de restes aussi de la Lättlöpi, la fameuse Lättlöpi laine islandaise. Et du coup, j'ai un peu improvisé. Et hop là, nous avons le truc, c'est énorme. Alors en fait, en regardant l'étiquette de ça, il y a écrit que c'est une laine pour le dehors. Alors oui, comment vous dire, la laine est super épaisse, le truc il va peser 1 tonne, c'est un manteau. Mais ça tombe bien parce que je vais passer beaucoup de temps dans mon nouveau espace potager que j'ai eu, des jardins communaux, c'est arrivé la semaine dernière. Là je vais chercher la clé pour avoir accès au site cet après-midi, donc je vais beaucoup passer de temps dehors, donc... Le gros manteau gilet en laine islandaise pour le dehors, ça va tomber à point nommé, comment vous dire. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Donc voilà, je vous montre le dos aussi. Le dos, j'aime beaucoup comment j'ai agencé mes motifs. Si je me reculais, hop, un peu de blanc. Donc voilà, donc la laine... de l'étiquette avec le fluo là, qui est utiviste. Ça, c'est donc la laine gris chiné, celle-ci. Et après, j'avais plusieurs teintes de gris dans mon stock pour de Lättlöpi. Donc là, est-ce que j'ai le gris plus clair quelque part? Non. J'ai pas mis, j'avais un gris plus clair mais je l'ai pas utilisé. Et il me restait un petit peu de vert jaune moutarde un peu. Que je trouvais qu'elle allait bien. Ça me rappelait aussi les couleurs du patron en lui-même. Bon là, voilà, donc là pareil en fait ça se tricote à plat, on fait le dos en remontant des mailles à chaque fois, en fait on fait un carré, bon je vous réexpliquerai tout ça bien, mais on fait un carré, on remonte les mailles après pour faire un panneau là, après on fait un panneau là, après un panneau là, on fait, et puis après on construit en fait avec plusieurs rectangles sur le dos. Après on fait pareil pour les deux devant, on met les mailles en attente en haut et du coup on fait un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, mais bon vu que c'est en point mousse, bon ben c'est pas choquant hein. Et donc après le patron dit qu'il faut faire les coutures de côté avant de repiquer les mailles pour les manches, mais les manches se tricotent à plat. Moi j'ai trouvé ça que ça n'est pas très pratique, donc j'ai laissé à plat. D'ailleurs vous voyez, j'ai pas cousu ce côté, comme ça je vais repiquer mes manches, je vais faire partir ma manche, et en fait si j'avais pas cousu
déjà ce côté, ça aurait fait comme le pull que je porte là, en fait, une forme d'étoile, et après il faut coudre toutes les coutures en fait. Mais là en fait j'ai hier et avant-hier j'avais envie de, pour que ce soit un peu plus sympa à vous montrer aussi, j'ai cousu le côté que j'ai fini, voilà. Donc j'espère que j'aurai assez de laine grise foncée comme ça, il me reste un peu moins d'une pelote. Bon sinon je mettrai un gris plus clair. Ou il me reste un petit peu de vert, vers le poignet vert. Ah ouais. Et après il me reste pas mal de blanc, je pense. Après on verra, je l'essaierai parce que il y a une bande d'encolure qui vient tout autour. Mais je sais vraiment pas si je vais en avoir besoin. Enfin, vous avez vu, c'est vachement... c'est quand même pas très large à ce niveau-là. Donc on verra après si j'ai envie. Puis est-ce que... Je sais pas si je vais vouloir mettre des bandes de boutonnage. Peut-être un petit peu pour mettre 2 gros boutons. Question que ça tienne un peu en place. Surtout si je l'utilise comme manteau de jardinage. Donc voici. C'est tout pour les projets en cours, pardon, ils sont pas finis. Ils sont en cours et en fait, oui, j'aimerais vraiment finir au moins un des 2 gilets pour pouvoir en monter un autre. Parce que là, on est déjà mars et j'aimerais vraiment monter mon Evening Dew en BC Garn Bio Balance. Parce que j'aimerais avoir ce gilet fini pour quand je pars à la Réunion à la fin du mois d'avril en fait. Je pars le 30 avril. Donc ouais, mais j'aimerais au moins avant de me montrer un 3e gilet, au moins en finir un, comme ça je reste sur 2, c'est pas mal. Donc oui, donc déjà me concentrer sur ça. Après, après quand je passe... quand j'aurai fini peut-être, donc j'en finis un, je monte le Evening Dew. J'essaie de finir le gilet en cours avant de continuer sur mon Birds of a Feather. Et toujours les chaussettes un peu par là, j'aime bien de temps en temps. À la pause midi, c'est pratique. Ça prend pas trop de place de travailler un peu sur les chaussettes à droite à gauche. Ce week-end en plus je pars en week-end chez ma copine Martha en Écosse. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de temps tricot. Donc ça va être sympa, je pense, entre la chaussette et le Morning Mist. Donc voilà, je pense qu'on aura quelques projets finis à vous montrer la prochaine fois. Voilà. Du coup, j'enchaîne et j'enchaîne. C'est le retour de la rubrique Parlez-vous Knitting. Donc oui, ces derniers temps, j'avais pas eu trop le temps de la faire, ou enfin j'avais d'autres choses à discuter ou à vous montrer. Mais là, voilà, j'avais envie de reprendre un peu et je vais vous parler un petit peu du mouton et de la laine Shetland. Donc les îles Shetland, ce sont les îles des Hébrides externes, tout au nord de l'Écosse, tellement au nord que, en fait, c'est vraiment au nord, hein. Il y a un sacré bout de mer entre les deux. Et donc voilà, le mouton porte le nom des îles dans lesquelles il évolue le mieux. Alors, je vous montre une petite photo. Enfin, mercredi. Il y a des reflets pas possibles. Bon, ouais, vous voyez à peu près. Le joli mouton Shetland, vous que les choupidous. Le mouton Shetland est d'origine, on pense, on ne sait pas trop, c'est une vieille race de mouton et d'origine scandinave, viking. Hein, ça date, hein. C'est un mouton qui est assez petit de taille, hein, c'est assez compact. Donc c'est un mouton qui est donc surtout connu pour sa laine. Sa laine qui est une laine quand même fine et de très grande qualité. Ici en Grande-Bretagne, c'est vraiment une laine très populaire pour ça, top qualité.
Après, il y a aussi des gens qui consomment la viande du mouton Shetland. Après, s'il y a que ça aux alentours, mais voilà, c'est quand même c'est pas une race non plus super productive, donc voilà, enfin, on connaît surtout pour sa laine. Alors, il faut faire attention déjà il y a certaines marques qui labellisent leur laine Shetland, comme par exemple la marque Harrisville, qui est une marque de laine américaine. Vous connaissez peut-être la Nightshade de Harrisville, mais alors, ça n'a rien à voir. Ils ont une laine qui s'appelle Shetland, mais c'est pas du tout de la laine de mouton Shetland, c'est juste une espèce d'aspect un petit peu campagne, un peu laine un peu rustique, et du coup ils ont appelé ça Shetland, mais alors il n'y a pas du tout 0% de laine Shetland, je crois que c'est de la mérinos avec quelque chose d'autre, enfin bref. Donc du coup il faut faire attention quand on regarde la laine Shetland que la provenance et la composition de la laine est bien du mouton Shetland. Alors, mouton Shetland, il n'y en a pas que sur les îles Shetland, hein. On peut en avoir. Moi, il y a un élevage qui est pas loin de chez moi, dans les environs de York, la dame vient nous vendre sa laine sur le marché spécial des petits producteurs qui est tous les premiers vendredis du mois. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être en Shetland pour avoir de la laine Shetland. Mais cela dit en passant, quand même le gros pourcentage, la grande partie de la laine Shetland sur le marché vient des îles Shetland. Et c'est des petites îles, donc forcément les productions sont aussi petites et locales. Et donc en général, ça reste un gage de qualité. Les spécificités donc de la laine Shetland, c'est que c'est donc une laine qui est quand même assez fine, qui est douce et qui est bien soyeuse et au toucher, mais c'est une laine quand même bien solide. Hein, va pas s'effilocher dans les mains, c'est quand même une laine un peu costaud. Et c'est une bonne combinaison ça pour des bons gros pulls d'hiver ou des accessoires pour aller dehors et se tenir chaud et supporter les intempéries. Alors certes, ce n'est pas un fil super rond et super doudou comme le mérinos peut l'être, mais l'avantage de la laine Shetland, c'est que pour une laine, on va dire rustique, un peu plus, voilà, donc ouais, rustique, pourquoi pas. Elle va pas avoir tous ces petits fils qui s'échappent du fil, toutes ces petites fibres qui s'échappent et qui vont provoquer le côté gratouille de ces laines-là chez certaines personnes. Donc les personnes qui sont sensibles aux laines un peu plus sèches, souvent c'est parce qu'en fait la laine, même une fois filée, il va y avoir des petits fils un peu drus qui vont partir dans tous les sens et c'est ça qui provoque cette gratouille. La laine Shetland, elle n'en a pas du tout. C'est vraiment une laine qui est douce. Et en plus, avec l'usage, c'est encore c'est d'une douceur. Autre spécificité, hein, un truc très spécifique de la laine Shetland, c'est la palette de couleurs au naturel. Je regarde mes notes qui sont là, je m'excuse si il y a 11 couleurs naturel de toison de Shetland. Ça part du blanc au brun marron, il y a du gris clair, gris anthracite jusqu'au noir, et chaque couleur porte un nom particulier, est défini de manière particulière, un nom qui revient souvent dans le vocabulaire laineux anglais, c'est le mot Moorit, M-O-O-R-I-T. Et Moorit, c'est spécifique pour dire que c'est un brun caramel. C'est tout ce que ça veut dire.
C'est la couleur naturelle de la laine, brun caramel. On va dire c'est Mourite. Et en plus des 11 couleurs naturelles, il y a aussi 30 façons dans laquelle le mouton va être marqué au niveau des taches, où j'ai la tête noire et le reste du corps d'une autre couleur, d'aspect physique, poilu, laineux, qui sont enregistrés. Et pareil, là pareil, ça va définir le mouton différemment des uns des autres. Donc quand même pour une petite race de mouton qui vient d'îles perchées tout en haut de la mer du Nord, océan je ne sais lequel, c'est quand même franchement pas mal, hein. Du coup même en restant en non teint, il y a quand même du choix. Alors ensuite, tac tac tac, tac tac tac, donc voici. Alors le niveau tricot, quand ça se tricote, souvent traditionnellement la laine Shetland va être filée en 2 plis, 2 ply, mais en Shetland on va dire que c'est un sweater weight, une épaisseur pour pull. Pourquoi? Parce que j'imagine que vous ne devrez pas s'en savoir que Shetland c'est aussi la maison du Fair Isle. Fair Isle étant une île de l'archipel des Shetland. Donc oui, traditionnellement on va tricoter ces pulls pas avec du gros fil à rane ou des laines épaisses, ça va être vraiment du fil fin en 2 plis, et du coup c'est resté traditionnel. Il y a des marques qui encore, moi au début ça me... Il y a eu un bruit bizarre, excusez-moi. J'ai du mal à m'habituer en allant dans des magasins et de voir la laine de Jamieson & Smith qui est labellisée 2 ply sweater weight, et je vois qu'en fait c'est une fingering, et du coup je me dis mais c'est trop fort pour un pull nul. Non, c'est parce que forcément en général on implique le jacquard, et du coup ça fait double épaisseur et ainsi de suite. Donc voici, mais voilà, ça reste des pulls légers mais qui sont super chauds, parce qu'autant vous dire que la laine Shetland ça tient chaud, mais chaud bien. Franchement c'est une laine, c'est une de mes laines préférées, peut-être ma 2e laine préférée. Oh bonjour toi. Oh, c'est pas un petit mouton Shetland, mais c'est doux aussi ça. Oh, que c'est doux. Tu restes avec moi un peu? Voilà. Donc, je me suis faite distraite. Donc, oui, voilà. Donc léger, mais chaud, et c'est au top. Alors, quelques quand même noms de marques de laine ou de filature spécialisées dans les Shetland, et je vais en profiter. Je fais ça comment? Je vous dis ça d'abord, ou je vous montre les choses que j'ai tricotées en Shetland, et après je vous balance le reste. Non, on va faire un peu à l'improvisation en fait. Les deux grands noms, et alors là aussi question rendre les gens confus, bravo, les 2 grosses filatures de laine Shetland sur les îles Shetland sont Jamieson & Smith et Jamiesons of Shetland. Ça a le même nom, mais ça n'a rien à voir, donc il y en a 2. Jamieson & Smith, vous allez peut-être la connaître si vous savez que la West Yorkshire Spinner Croft, qui est une laine Aran Shetland, et qui commence à être bien populaire. Enfin moi j'adore. Ah d'ailleurs j'ai un gilet, mais bon je ne l'ai pas pris parce qu'il est tellement pourri. C'est mon gilet maison, il a des taches de partout, c'est horrible. Que forcément j'avais tricoté en blanc. Donc je ne l'ai pas pris. Donc de West Yorkshire Spinners The Croft. La laine est en fait filée par Jamieson & Smith. Je regarde parce que les deux je les... voilà.
Et du coup, il y a Jamieson's of Shetland, qui en gros, il y a d'autres grosses maisons de laine en général qui produisent de la Shetland, comme Blacker Yarns, qui produit beaucoup de laine de moutons différents. Ou alors le J.C. Rennie, que vous connaissez, que j'ai utilisé sur mon top de leur nom m'échappe, le Mountie de Carrie Bostic Hodge. Voici. Il y a aussi plein de toutes petites filatures sur les îles Shetland comme Fowler, qui est le nom d'une île microscopique. La couleur est bizarre. Microscopique qui est des îles Shetland, ça fait des petites productions, franchement c'est au top. Et ça c'est sur les îles, il y en a aussi ailleurs, comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas que sur les îles Shetland. Le châle que je porte, qui est le châle Alchemy, ah c'est là que j'écris, Alchemy de Janina Kallio. Voici, j'ai tricoté en Shetland en DK, produite par Lammermuir, qui est au sud d'Édimbourg, dans les Scottish Borders. Et le gris, c'est un gris naturel, et forcément, bon, là vous vous doutez que ça c'est du teint, les petits bouts en couleur, les rayures. Voici, et niveau des du coup je vais, parce que j'ai un col de ma marque locale dont je vous disais tout à l'heure, c'est Highfield Textiles, dont la première fois que j'ai utilisé, j'ai tricoté ce méga col qui est un autre patron de Carrie Bostic Hodge. Je m'étais même pas rendu compte, c'est en regardant, je me dis ah tiens c'est vrai, c'est elle. Et c'est le South Paris, et ça peut-être vous allez le reconnaître parce que en général c'est mon gros col d'hiver, et oh mon dieu il est d'une douceur, mais c'est une seconde peau et il tient chaud. Vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos au Québec. Voilà, le machin il bouge pas, c'est au top du top. Et alors c'était galère à tricoter, hein, parce que pour le coup ça c'est vraiment un fingering. Le truc il est énorme, rond, il y a des torsades de partout là. Et aussi un autre que j'ai, on m'avait offert, voilà, un autre exemple des couleurs naturelles Shetland. C'est un marron, voilà, on voit à peu près, on voit bien. Pareil, c'est du Highfield Textile, donc ma productrice de laine Shetland locale. Ça c'est du DK, le patron c'est le Toonsmall Hat de Donna Smith. Donna Smith étant une designer des îles Shetland. Alors je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous auront connaissent la série télé Shetland. C'est une série policière qui se passe donc dans les Shetland. Si vous regardez cette série et que vous aimez le tricot, vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'il y a plein de chouettes pulls partout. Il y en a beaucoup qui en fait sont des designs de Donna Smith. Petite parenthèse, hein, voilà. Et donc ce bonnet que j'ai, alors le pompon rien à voir, c'est un gros alpaca bulky, mais bon on aime bien. Donc voilà mon bonnet en Shetland. Donc voilà, alors aussi, bon là je vous parle de gens qui produisent leur laine avec leurs moutons. Bien sûr, il y a aussi des teinturières indépendantes qui vont se procurer de la laine Shetland véritable et la teindre et les revendre, comme Old Maiden Aunt ou Gathered Sheep Yarns, qui sont deux qui font des superbes couleurs. Donc voilà, tous ces noms je vous mets en lien en dessous. Donc voilà, oui, je m'étais dit que j'avais envie de vous présenter la laine Shetland, mais surtout que je vois il y a de plus en plus de gens qui tricotent avec The Croft de Worcestershire Spinners, qui est de la laine Shetland. Donc je me suis dit je vais un peu replacer dans le contexte, puis moi ça me fait plaisir parce que c'est net que j'adore.
Un fil que j'adore travailler, porter, c'est magique. Le mouton est magique. Donc voilà, je ne sais pas du coup si je vous ai complètement fait découvrir cette laine ou si vous en aviez entendu parler et voilà, moi vous avez découvert de nouvelles choses. Mais ben voilà, on verra de quoi on va parler la prochaine fois. Et du coup là, ben, on passe à la suite avec un peu de couture. Je vais vous parler un petit peu couture. C'est pas des cousettes que j'ai fait. Enfin, il y en a une qui date un peu de l'automne dernier. Mais bon, j'ai pas eu l'occasion de présenter. Là, comme j'ai fait deux autres choses récemment, je me suis dit je vais tout mettre ensemble. Donc je vais partir du projet le plus ancien au plus récent. Le projet le plus ancien, c'est la jupe Ness de Tilly and the Buttons, que j'ai fait en velours côtelé. Ouh, je mets à l'envers et en plus, voilà, tac, en velours côtelé vert, vert olive, vert foncé quoi. Donc voici. Oh d'ailleurs, faudrait peut-être que je prenne mes... Ah, c'est là. Si je prenais mes notes de modification. Non mais aujourd'hui c'est un impro. Et en plus je le lis à l'envers. Impro de tout. Est-ce que j'ai fait... J'ai pas fait? Pourquoi c'est ça? Pourquoi j'ai raté une page hein? Ah, voilà. Ma petite page. Alors, donc, le velours côtelé, je l'ai acheté sur le site internet Textile Express. Et le tissu de la doublure là et des poches, machin, comme ça. C'est un tissu indien que j'ai acheté à The Border Tart. Une nana qui teint de la laine mais aussi qui voyage beaucoup en Inde et du coup qui ramène souvent des coupons de tissu tout ça et d'ailleurs je crois que ça aussi c'est le résultat d'un échange écheveau de laine à chaussettes contre coupon tissu hein, voilà, lors d'un événement laineux. Donc ouais voilà, je porte beaucoup ma jupe en jean. Et j'avais envie que j'ai acheté dans le commerce hein, à Marks & Spencer depuis il y a longtemps. Et du coup je m'étais dit ouais ce serait sympa d'avoir une jupe style jupe en jean mais en velours côtelé. Donc j'ai ce coupon là. Et donc ouais, donc voici. Alors j'ai fait, il y a deux versions. Hein. On peut faire version courte, version longue. J'ai fait une version courte mais rallongée. Genre en fait il n'y a pas l'espèce d'ouverture là comme ça en fait. Elle m'arrive, pour que ça m'arrive juste au niveau du genou. Et oui alors je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une taille, oui voilà, donc j'ai fait la version mini, mais j'ai rajouté 4 cm de longueur pour qu'elle me descende au genou. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une taille 7 qui correspond à un 46. Parce que dans ma tête... Je trouvais la taille, alors je sais pas ce que je pensais en fait, j'ai trouvé la taille un peu trop, qu'est-ce que je m'étais dit dans ma tête, je sais même plus, mais c'était une histoire de, en fait, je trouvais que la ceinture arrivait trop haut, enfin bref, c'était question pour que je sois plus confortable et de remonter un peu la jupe pour qu'elle m'arrive un peu plus taille haute et que du coup que mes hanches assez imposantes rentrent quand même dans le truc. Autant vous dire que je nage dedans, hein. Je nage, c'est quand même super large.
Ou alors je voulais que ça fasse moins haut et que ça tombe sur mes hanches. Mais vu que mes hanches sont forcément plus larges que ma taille. Enfin bref, je ne sais plus. Résultat est... Non, c'est ça. C'est ça. Je voulais en fait que la jupe, donc qui est là, quand même un peu taille, quand même un petit peu haute. Hop, on voit. Ouais. Un petit peu haute. En fait, moi, j'ai augmenté d'une taille pour que la ceinture, en fait, m'arrive peut-être là où elle a sa main. Mais du coup, au niveau mesure, moi, c'est beaucoup. C'est quand même plus large que ma vraie taille. Mais en fait, le fait est que c'est quand même... la coupe est faite telle qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Et je suis quand même obligée de le porter en taille haute. Et à la ceinture, c'est... du coup, j'ai toujours une espèce de petit machin qui rebique quand je mets ma ceinture. Mais bon... en général ça dérange pas parce que j'ai toujours un pull quand même assez long, un t-shirt assez long au-dessus et ample. Donc en fait ça cache toute la partie fermeture éclair. Et c'est tant mieux parce qu'autant vous dire que j'en ai quand même un petit peu chié de cette jupe, spécialement au niveau de la zip et tout ça, et des surpiqûres aussi. Donc c'est la première fois que je faisais vraiment des surpiqûres. Ça m'a pris un temps avant de gérer ça. Et ouais, c'est pas top. Le tissu est très épais aussi, donc je pense que ça n'a pas aidé à ma cause. Mais alors comment vous dire, on regarde le dos, c'est trop beau. Le dos ça va, c'est bien. Le devant, on va regarder cette fermeture éclair. Vous voyez comment la surpiqûre elle est trop à droite. Et alors vous regardez dedans, c'est genre le gros n'importe quoi du zip. Enfin je sais pas. Bon, hein, c'était mon premier essai. Si je refais, je pense que je vais refaire. C'est quand même un chouette patron, hein, j'aime bien. Mais je ferai avec un tissu quand même plus fin. Alors, faut que je vois, j'en ai un qu'on m'a refilé. Je vais voir si j'en ai assez pour faire une deuxième jupe dedans. Donc ouais, donc je la mets, mais il faut que je fasse attention à ce que je mets avec. Donc du ample et assez long pour pouvoir couvrir la taille. Ouais, la taille, parce que entre la ceinture et la fermeture éclair qui laisse à désirer niveau prouesse couturesque. Voici, voilà. Ensuite, projet que j'ai fait, ouais, il y a un petit, ouais, pas un petit moment, mais bon, j'avais commencé, je pense, puis après je l'avais laissé un petit peu, et puis je l'ai repris, je l'ai fini. C'est, hop, un top trapèze qui est basé sur, voilà, sur le modèle de Trapeze Dress de Merchant Mills. Je vous en ai déjà parlé dans les autres parties couture. Et d'ailleurs, si vous me suivez depuis épisode 2 ou 3, je ne sais plus au moins. Quand j'étais partie voir ma copine Martha en Écosse, la dernière fois que je suis allée la voir en Écosse d'ailleurs, elle m'avait redessiné les parties patrons pour les emmanchures et les manches, parce que ça m'allait un peu trop serré, j'avais pas trop de liberté de mouvement. Donc cette version est faite avec les blocs de couture de patrons, les patrons Made in Martha. Et oui, alors c'est beaucoup mieux, hein, comment dire, ça va beaucoup mieux, mais c'est quand même toujours pas au tip top. Je pense que c'est juste un patron, les emmanchures ne conviennent pas à ma physiologie. Je change la batterie, je reviens. Donc oui, au final je pense que je vais lâcher l'affaire avec ce patron. Je l'aime bien, ouais, à l'occasion, mais voilà, je pense que c'est juste ce type de manche d'emmanchure qui juste ne me convient pas. J'essaie encore de trouver mon papier. Mon Dieu, je suis désolée, je suis
désorganisée au possible. Aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai la tête bah, je sais pas, je l'ai pas mis nulle part. Quand même, si. C'est où? Ah, quand même. Pourquoi ça partit? Je sais même pas. Donc le tissu, donc c'est un coton japonais que j'ai acheté dans une boutique à Londres qui s'appelle Ray Stitch. Et je sais pas si vous voyez, montrer un petit peu de plus près. C'est gris avec des petits zigouigouis, des petits points. Allez, gris, anthracite et rose. Et alors là, on va les voir. Attendez, hop, parce que ça c'est là. Et en fait, l'idée c'est genre ce tissu. Hop, vous voyez ça? Vous voyez comment c'est trop beau ensemble? Hein? Voilà. Voilà. Hop. Donc ça, c'est donc le trapèze. Le trapèze. La version top, c'est là. Pou. J'ai fait une version débardeur qui n'était pas censée être débardeur, mais j'avais pas assez de tissu pour faire les manches. J'ai fait une version t-shirt déjà. J'ai 2 robes. Bah ouais, ça doit être le 5e total, 2e version t-shirt. Je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, hop, je me déshabille. Parce que le 3e projet, je le porte sous ce t-shirt, sous ce gilet. Hop, je me lève un petit peu. Ah oui, voilà, vous avez tout de suite, vous avez déjà vu le problème là. Hop, c'est t-shirt en jersey qui est le la tunique Aberdeen de Seamworks Magazine. Donc Seamworks, je vous en repeins, c'est une souscription, un abonnement sur pour recevoir 2 patrons par mois, avec aussi un petit magazine avec des astuces, d'autres articles, tout ça. Aberdeen, ça fait un moment que je l'ai et que je l'avais imprimé, et que, parce que autant vous dire que t-shirt jersey avec, alors on ne voit pas du tout sur la photo, mais je vais vous montrer le schéma. Voilà. Donc t-shirt en jersey, col V, j'aime quand même assez bien les cols en V, même si j'en ai pas des masses, avec des manches chauve-souris, manches 3/4, fan. Moins fan maintenant que j'ai essayé de le coudre, j'avoue que c'est le col en V. Alors, ce que j'ai fait, alors normalement c'est le dernier que j'ai mis, voilà. J'ai fait une... Ah oui, alors. J'ai fait une taille M pour le tour poitrine. Et j'ai évasé pour arriver en taille L au niveau des hanches. Donc en fait, c'est juste... Mais en fait, vous voyez, parce que ça me... C'est fait pour moi, pour mon corps. Donc en fait, on dirait que c'est droit, mais c'est juste pas... Enfin, ça va, voilà. Si j'avais resté en M, ça aurait été un petit peu plus serré là et moins joli. Donc je fais très souvent ça, mes t-shirts, s'ils sont un peu plus, s'ils sont pas boxy en fait. Le tissu est donc un tissu jersey. Est-ce que j'ai un T-Rest? Ah bah oui, j'ai ça, forcément. Et un tissu jersey de chez Mondial Tissu. Je suis en amour avec ce bleu un peu chiné, c'est super doux, super fluide. Peut-être c'est pour ça aussi que j'en ai un peu galéré, un tissu, un jersey un peu plus épais. Écoutez, je vais vous dire ce qui ne va pas. Donc oui, donc la base du t-shirt en fait, est-ce que... Donc on a une pièce devant sur le pli, on a une pièce... Alors en théorie,
Ah non, non, on a une pièce, on a 2 pièces de dos, donc avec la couture dans le dos. Et après, on a juste deux bandes. On a les petits manchons, bon ça, hein, c'est ça. Le problème, c'est vraiment le col. Moi, que j'ai eu, c'est le col. Donc, il y a 2 bandes comme ça que on vient coudre. Alors, oui, c'est mon encolure originale. Que on vient... Moi, j'ai coupé au milieu, mais... enfin, voilà, plus ou moins, on se retrouve... On coud un côté pour faire un V. Plus ou moins. J'ai fait ça, mais comme une porcasse. Est-ce qu'on va vous montrer le côté? Côté joli, s'il vous plaît. À peu près joli. Ah oui, voilà. Donc ça vous fait le joli V comme ça. Et après, on vient donc coudre tout le long. Et il faut bien faire attention que du coup, on tourne là, au V, là, à 90 degrés, pour repartir tout ça. Et pour que ça tombe pile au milieu, il faut que ça tombe droit. Une galère sans nom. Bon, aussi, j'ai un peu fait la flemmasse. Je n'ai pas bâti. J'aurais dû. Hein, j'ai un peu lancé, j'ai allez, bim. Tissu jersey, couture stretch. Oui, en plus j'avais fait en couture stretch au lieu d'une couture droite. Je n'ai pas de surjeteuse, hein. Je fais ça à la machine à coudre. Non, bon, enfin bref, j'ai fait du grand n'importe quoi. Et du coup... Ben du coup, voilà. Du coup, ça me faisait une virgule devant. C'était vraiment pas beau. Donc du coup, au final, j'ai coupé le long de la couture de l'encolure. Il me restait assez de tissu pour recoudre 2 bancs. Mais alors, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pas refait la même. J'ai improvisé, j'ai coupé des bandes plus longues. Et en fait, j'ai juste... je me suis inspirée d'un t-shirt que j'ai dans le commerce. Qui en fait... on voit qu'ils ont cousu... Bon, vous voyez, là, du coup, j'ai fait 2 coutures parce que c'est nul. Mais en fait, ils ont cousu... le biais était droit, on va dire. Et en fait, ils ont fait une couture là pour que ça parte en V. Là, j'exagère un peu, ça fait en mode moche, mais vous voyez à peu près. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc j'ai cousu mon biais donc tout le long et après au niveau du V, j'ai mis une épingle et j'ai plié et j'ai fait une petite couture. C'était un petit peu excentré, enfin c'est... ouais, parce que vu que j'ai coupé ma première bande d'encolure qui était un petit peu... Enfin, c'était pas très droit déjà, donc pareil, je pense que mon V du coup il était plus très V. Donc du coup j'ai remis une deuxième couture, donc du coup j'ai 2 coutures. Bon, c'est pas très voilà. Là encore ça va et je l'ai lavé. Mais enfin le problème du coup aussi c'est que... Mais je pense que c'est un problème que j'aurais eu même avec la première bande d'encolure. C'est que c'est vachement évasé sur les épaules en fait. Je pense que si je le refais, je vais faire des modifications. Alors déjà est-ce que je vais avoir envie de monter le col en V comme ils le disent eux? Ou je refais là comme j'ai fait mais en mieux et je bâtis. Mais je pense que je vais modifier pour remonter les épaules en fait. Donc peut-être recouper à ma taille. Mais peut-être... ouais, peut-être rajouter du V. Ouais, peut-être rétrécir la forme du V et aussi dans le dos. Ça, c'est même encore dans le dos, ça me dérange pas. Ouais, voilà. Bon, le problème c'est comme il y a la couture du dos, je pouvais pas faire le devant de dos, pas le mettre à l'envers en fait. Mais ben voilà, donc oui, je pense que je vais peut-être le refaire. J'ai un tissu, j'ai un assez grand coupon, c'était une fin de rouleau, donc du coup j'ai eu un prix un peu sympa pour plus que ce que j'avais besoin en fait, donc pourquoi pas, mais ouais, il y aura des modifications à faire. Bon du coup oui, je
je le mets quand même, hein, j'avoue que je l'ai fini il n'y a pas très très longtemps, peut-être 2-3 semaines. Et je l'ai mis dans ma valise, il passe à la machine. Mais voilà, j'aime bien du coup... ouais, peut-être pas apporter comme ça. Parce qu'en fait, ouais, voilà. Pour qu'il tombe bien, il faut qu'il... ouais, je sais pas. Là, vous voyez comment ce côté, il ne va pas. Mais du coup, si je mets un pull par-dessus et ça me fait la sous-couche, ben voilà quoi. On voit que en bas ou un peu les manches ou bon bref. Du coup, c'est quand même un t-shirt qui peut se porter. C'est pas non plus un méga fail, ça part à la poubelle. Donc voilà, pour la partie couture, ouais, je suis passée un peu vite. Parce que bon ben, voilà. J'ai pas envie de parler... autant de couture que de tricot, puis sinon on a encore là demain. J'ai plein de projets de couture et puis voilà, c'était quand même résultat assez mitigé hein, entre la jupe, ouais ça va je la mets mais franchement pas top, le trapèze, le top trapèze gris à point là, il est bien mais bon c'est la forme au final, je pense que ça me va pas et là en colure bizarre. Hein, quand je tricoterai, quand je couserai un truc qui sera au top, je vous en parlerai pendant 3 heures. C'est promis. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que bah, ça vous aura plu. Hein. On a moins bougé que d'habitude. C'est l'hiver, c'est tranquille pépère et on en profite pour... faire des loisirs créatifs à gogo. Bon ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne, parlez-en à vos amis. Ben on se retrouve bientôt, hein, donc courant, on est quoi là, mars, ben courant avril je pense, début avril. Parce qu'en théorie, après, ouais, début mi-avril, par là. Allez, on va dire, on va essayer comme ça, de repartir sur les mois. Mais bon, après, ça dépend des voyages, des aventures. Hein. Pas d'un coup fin. En attendant, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne création et bon loisir créatif. Ciao, ciao!